je l'ai rencontré chez Michel Magne. Il y a... Ça devait être en 68. C'était après les... En 69. C'était après toutes les histoires de mai 68 et tout ça. Aux yeux de Serge Bourguignon, Gérard était un homme espiègle et généreux, sachant être profond et à l'écoute. C'est une partie de ping-pong au château de Hérouville, chez Michel Magne, qui scellera une véritable amitié entre les deux hommes. Trouvé là et il jouait au ping-pong, je me souviens. Et il y avait toujours plein de gens, tu vois, des gens qui se connaissaient pas forcément, mais c'était sympa parce que les gens se rencontraient, on se revoyait des week-ends. C'était une très chouette maison où il avait son studio d'enregistrement. Donc quand il faisait mauvais, quand il faisait beau, on était dans le jardin. Et quand il faisait mauvais, on était tous dans le studio d'enregistrement, qui était une très grande pièce, comme un grenier, un peu, tu vois, avec des poutres et des instruments d'enregistrement partout. Serge voyait Gérard comme un aventurier sédentaire, impliqué dans un profond respect de l'humain et sachant vivre en harmonie avec ses idéaux. J'ai rencontré Gérard en 1969 et il cherchait quelqu'un, une secrétaire à mi-temps. Donc je suis allée me présenter, c'était du temps de l'agence de presse à sa presse. Et je l'ai rencontré avec Lucio Attinelli, qui à l'époque était son associé. Et c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés. Ma rencontre avec Gérard quand il était éditeur des éditions Encre rue du Faux, c'est un ami, André Berkoff, écrivain, qui dirigeait une collection chez ton père, qui me l'a présenté, puisqu'on a publié ensemble un livre qui s'appelait L'Orgueil des Fous, chez Encre. Et puis après, on s'est revus en tant qu'éditeur, auteur au Festival du Livre à Nice. Et par la suite, ça a été une amitié. J'étais quasiment tous les week-ends à Cours-la-Forêt, au milieu des arbres, chez vous, là-bas. C'était des week-ends entiers, de belles soirées. Il y a de grands souvenirs autour. C'est l'époque maison d'édition, hein, quand il était rue du Faux. Quand il a publié, entre autres, un best-seller qui s'appelle La soupe aux herbes sauvages. C'est son vieil ami José Luis de Villalonga qui lui présente la sœur de Siliane, sa femme. C'est au cours de cette soirée qu'Ivana Stella et Gérard tomberont éperdument amoureux l'un de l'autre. En lui proposant de la raccompagner, Gérard et Ivana prennent finalement la clé des champs. Ils ne se quitteront plus, jusqu'à ce que la mort tente un jour de les séparer. Très avenant, enfin très aimable, très souriant. Donc nous avons conclu tout de suite. Ils m'ont embauché comme ça. Nous avons continué notre carrière tous les deux jusqu'en, on va dire 2008, allez, presque 40 ans, dans les différentes sociétés dont il était gérant la plupart du temps. J'ai publié chez lui 7-8 livres à peu près, je ne sais plus, John Lennon, David Bowie, pas mal de livres. Ça c'est l'époque où ton père travaillait avec Jean-Claude Simois, c'est moi associé juste avant. Et il a pris en main cette maison qui marchait vraiment bien. Les éditions Encre, on les voyait partout, quoi. Et il était sur le pont toujours, d'attaque, s'occupant de tout à la fois, gérant sa maison par rapport aux autres confréries d'éditeurs parisiennes, tu vois, dans les réunions. Donc une énorme activité d'édition qu'il avait à l'époque. Frick Brothers de Shelton et Sheridan. Et donc c'est lui qui s'était chargé de faire éditer la version française. Et donc on s'était aussi rencontrés à cette occasion pour les fameux Frick Brothers, ce qui lui a quand même valu quelques problèmes à l'époque, parce que c'était quand même pas très habituel de sortir des bandes dessinées américaines faisant un peu l'apologie du cannabis. Voilà, donc c'était un peu les premiers souvenirs que j'ai de Gérard. Donc dans les années 80. Cette rencontre, elle s'est faite à l'époque où on avait fait les festivals Super 8 et on avait écrit un bouquin qui s'appelle Des images plein la tête. Et c'est Gérard qui, par l'intermédiaire de Jérôme Diamant-Berger, nous a édité, c'était aux éditions Encre à l'époque. Dans ces locaux de la rue du Faux, près de la Madeleine, ça devait être, alors là, moi j'ai pas beaucoup la mémoire des dates, mais c'était en 81 ou 82. Bon, c'était pas plus tard.
Et j'accompagnais tout simplement Roger Jollois, qui était naturopathe et qui était auteur, en tant que naturopathe, des éditions Ancre. J'étais complètement crevé parce que je dirigeais tout seul la revue Vie Naturelle à l'époque, qui s'est appelée après La Vie Naturelle. Et j'avais décidé de trouver quelqu'un pour la reprendre. Et dans un salon, c'était à Marjolaine, en 85, j'ai rencontré Annie Roca, qui s'occupait avec son mari Jean-Jacques de la revue Médecine Nouvelle, et il l'éditait avec Gérard. Donc il travaillait avec Gérard. Et quand j'ai parlé de ça, elle m'a dit « Oh, ça m'intéresse, moi j'aimerais bien me lancer là-dedans, etc. » Et elle m'a dit « Je vais te faire rencontrer quelqu'un. » Et donc j'ai rencontré Gérard. À l'époque, les bureaux étaient à la Madeleine. On a bavardé ensemble, je sais pas, 1 heure et demie à peu près. Et le courant est passé tout de suite. Très vite, il m'a dit « Banco, ça m'intéresse, on va faire quelque chose ensemble. » On avait plusieurs points communs avec Gérard qui fait qu'on a sympathisé immédiatement, et notamment le fait que lui, il a été victime de la guerre d'Algérie, dans la mesure où il a été obligé de quitter l'Algérie, et que évidemment il était contre tous ces événements, comme on disait à l'époque. Et moi j'ai fait la guerre d'Algérie en tant que soldat du contingent. Alors ça, c'est la première chose qui nous a rapprochés. La seconde, c'est que c'était un homme extrêmement honnête, intègre, et qui n'était pas un homme d'argent. Et c'était un homme qui vivait simplement et qui avait pour centre d'intérêt la culture, le journalisme de haut vol, l'information en règle générale de haut vol. J'avais créé une petite entreprise qui s'est consacrée aux huiles grasses, qui à l'époque avait mauvaise presse. J'ai milité pour ces huiles. J'ai donné des petites conférences dans les salons bio. Et j'ai cherché une salle, un endroit pour donner ces conférences en dehors des salons. Et c'est allé voir Gérard, avec qui j'avais pris contact parce que j'avais publié peut-être une publicité dans sa revue, dans une de ses revues. Et là, il m'a gentiment proposé la salle, les salons de la revue pour que je puisse recevoir des personnes qui s'intéressaient à la cosmétique et à l'alimentation bio du point de vue des acides gras. L'impression d'un personnage qui était à la fois en retrait, quelque part, avec un maintien, vraiment un maintien, comme on pourrait dire. Personnalité très forte, qui ne se perdait pas en bavardage pendant des heures et des heures. L'essentiel était dit, il tenait tout en main, une grande lucidité, une grande manière de gérer, d'analyser aussi bien les événements de la politique actuelle que l'édition. Et il avait une facilité de synthèse, de compréhension et d'anticipation même des choses qui était assez étonnante. Et pas que dans le domaine professionnel seulement, hein, dans le domaine de la vie de tous les jours. Et je suis après qu'il considérait les personnes comme moi, non pas comme des clients, non pas comme des interlocuteurs commerciaux, mais comme des personnes qui étaient dans la même démarche de santé, d'écologie. Moi, j'étais quelqu'un de fort sympathique, ce qui changeait un peu en général du milieu de l'édition où tout le monde était très coincé. C'est quelqu'un qui était capable de vous mettre très à l'aise et puis d'être très naturel, très sympa, sans complications. Et donc, ça changeait un peu. C'était et de bons conseils. Donc aussi, quand même. C'était un éditeur comme on doit plus ou moins rêver d'en avoir. J'ai travaillé pendant 5 ans, de début 86 à fin 90, en tant que rédacteur en chef. Et puis après, on a eu Dimitri Davydenko qui est arrivé, qui a repris cette partie-là, puisqu'il était plus sur place, plus professionnel. Moi, j'ai voulu prendre un peu de recul. Je pense qu'effectivement,
pendant 20 ans, on a apporté des choses aux gens. Pour se soigner, pour vivre mieux, pour manger mieux, et surtout pour leur dire qu'il existait autre chose que le monde dans lequel on vit. J'ai trouvé Gérard, c'est d'une très grande intelligence. C'est ce qui m'a toujours, pas plu, mais une certaine admiration, je veux dire, hein, pour l'intelligence vive, tu vois, variée, vraiment. Il avait une passion toute particulière, disons, pour les idées neuves. Là, je pense qu'il exprimait, je dirais, la partie la plus créative de lui-même. C'est vraiment ce désir et ce goût de participer voilà, au lancement, à la diffusion d'idées originales. Voilà. Et c'est là où effectivement, je le trouve beaucoup plus courageux que bien d'autres éditeurs. C'est de l'édition où il était pro. Il a créé sa maison de presse, son groupe de presse, à des thèmes qui n'étaient pas les siens en quelque sorte. La vie naturelle, les médecines de housse, et avec une facilité d'assimilation de tout ça, de compréhension, de gestion et d'analyse. C'est un monde nouveau pour lui. Hein. Et il est l'un des pionniers de cette presse qu'on dit bio. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est clair, c'est un homme honnête, droit et désintéressé. Et qui aimait l'humanité et qui s'est toujours insurgé contre cette société du fric et de l'écrasement des autres, quels que soient les inconvénients. J'ai été longtemps rédacteur à la vie naturelle, et donc on s'intéressait aussi aux sciences humaines, à ce qui est aussi un peu le principe de liberté. En fait, il a réussi à faire sortir ces ouvrages-là comment on pourrait dire, de cercles très fermés, quoi. C'était très fermé, c'était des ouvrages qui étaient publiés très confidentiellement, qui concernaient uniquement un public très motivé, mais aussi très coincé, quoi. Et donc lui, il a quand même permis de faire connaître au grand public toutes ces pratiques énergétiques, les pratiques de santé, la phytothérapie, tout. C'est quand même un énorme... Là, il a énormément défriché, quoi. C'était le seul ouvrage de ce type. Après, il a été très copié, mais sur tout ce qui était médecine non conventionnelle, habitat, on a dénoncé des milliards de trucs, hein. Je ne sais pas comment on faisait d'ailleurs pour ne pas se retrouver avec un autobus sur le dos. Avec les farines animales, avec les vaccinations crapoteuses, le trafic de sang. Moi, je sais que j'avais signé un article, ça s'appelait après Dracula Frankenstein. C'était après les trafics de sang, il y avait les trafics d'hormones de croissance, quoi. Alors, il fallait quand même le faire, il avait accepté de publier ça, quoi. C'était un très bon manager, et c'était un homme courageux, et qui osait prendre des risques. Non, il n'était pas précurseur, il était le seul, pour ainsi dire. Donc, c'est mieux que précurseur, hein. Il n'y avait rien d'autre. La rencontre avec Gérard et le milieu qu'il incarnait pour moi à ce moment-là a vraiment changé ma vie. Et même maintenant, le versant, le tournant que continue de prendre ma vie, c'est à lui que je le dois. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a permis de réaliser que j'étais écrivain, quoi. Son petit côté d'accent pied noir qui ressortait de temps en temps me convenait bien parce que je l'avais entendu toute ma vie et que ma grand-mère avait cet accent-là, qu'une partie de ma famille était... Bon, tu vois, la confiance et la sympathie est passée tout de suite, quoi. Une aventure de une douzaine d'années où on s'est vus très très régulièrement et où on a travaillé ensemble, avec voilà, une confiance et un rapport très fort sur le plan émotionnel très vite. Extrêmement sensible, très touché par tout ce qui est inventif, artistique, imaginatif, mais toujours avec quelque chose qui est en relation avec la réalité.
Voilà, c'est un mélange dans mon langage, disons, de Psor et de TK. Voilà. C'est dans mon langage, bien entendu. C'est le premier qui a dénoncé le risque des téléphones portables et plein de choses comme ça, quoi. Il y a pas actuellement, il n'y a pas un problème qu'on ait découvert qu'il n'ait pas tenté de dénoncer à l'époque. Et donc je faisais un peu partie aussi de ces dénonciateurs, quoi. Maintenant on appelle ça ceux qui donnent des alertes, mais à l'époque, bon, simplement on expliquait les choses telles qu'elles étaient. Hein. Je pense que c'était plus un humaniste qu'un éditeur. Et que la presse lui convenait plus que l'édition. C'est son apport à la communauté humaine. Et en même temps, évidemment, matériellement pour vivre, bien entendu. Mais en se disant, après tout, si je peux contribuer à apporter de l'information aux gens, à ce qu'ils soient mieux informés, eh bien, ça fait partie de ce que j'apporterais au genre humain. Et alors, est-ce qu'il se le disait consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais en tout cas, il a agi comme ça. C'est peut-être dur à dire, mais je pense que son décès pour lui a été un soulagement. Bon, c'est dur à dire, mais c'est mon avis. Quand je pense à lui, je pense à l'amour. Je l'ai vu accompagner son épouse quand elle était très malade. Oui. La mort d'Ivana pour lui a été vraiment une grande souffrance, je pense. Par contre, il a été admirable, il s'en est occupé jusqu'au bout, franchement. Je lui tire mon chapeau à ce niveau-là. Vraiment, il s'est comporté très très bien. Et c'est sûr que sa disparition a été très très dure pour lui. Gérard, si tu nous regardes, on pense toujours à toi. Oui, c'est Philippe Aki qui rentre chez lui.